l'indexation à 5,8 ne dégrèvera jamais nos stock options. On va juguler les réajustements périodiques du cash flow. Attendez, j'y comprends plus rien là, c'est trop rapide pour moi, j'ai mal à la tête. Un petit peu plus clair. Les OPA de la BE ne stoppent pas les PCI 016 TTC proposés par le CND à la SPJC. Je dis foncez, il n'y a aucun risque. Bienvenue dans Splash, le podcast qui jette un pavé dans la mare de l'économie. Je suis Étienne Tabag, professeur d'économie à Marseille, et 2 fois par mois, je m'attaque franco, avec vous, à des questions économiques qui dérangent. Ici, pas de théorie fumeuse, on part à la rencontre des individus qui font l'économie contemporaine. Bref, cette émission est comme le Mistral, ça décoiffe. Les immigrés nuisent-ils à l'économie française ? À Marseille, ce ne sont pas les bons restos qui manquent, croyez-moi. Il y en a un petit nouveau qui a ouvert cette année. Il a immédiatement intégré la liste de mes restos préférés. Achiria, sur le boulevard National. On peut y manger un mezze végétarien à 11 €, un pur délice. Et j'ai très vite sympathisé avec le gérant. Il s'appelle Majid et vient de Syrie. Ma ville à la base, elle s'appelle Deir ez-Zor, c'est vraiment dans l'est de la Syrie, à côté de la frontière irakienne. Mais le dernier 9 ans, j'étais dans une ville qui s'appelle Raqqa, comme j'ai fait plein de commerce là-bas. Majid est grand, souriant, très musclé, presque à l'étroit dans son polo blanc, et toujours attentif à ses clients. En habitant à Raqqa, il s'est retrouvé au cœur du territoire occupé par l'État islamique. Des soldats de Daesh sont même venus le voir pour essayer de l'enrôler. Il a fait semblant d'accepter, pour gagner du temps, et il a immédiatement quitté le pays avec ses parents et ses 2 frères. Ça nous a pris presque 12 jours pour dépasser 100 km entre Raqqa et la frontière de la Turquie. Comme il y avait plein de parages à chaque 5 km, chaque 10 km, et c'était contrôlé par plusieurs groupes de Kurdes, de Daesh, de gouvernement, de rebelles. Donc à chaque fois, on rencontre une histoire différente pour passer les frontières. Et on est parti sans rien du tout, parce que si on prend une valise avec nous, c'est-à-dire qu'on va quitter le pays, et c'est interdit en fait de quitter le pays à l'époque. En fait, c'était vraiment l'enfer là-bas. On a vécu presque toute la guerre, parce qu'on a quitté le pays à la fin de 2014 par la frontière avec la Turquie. Du coup, après on a demandé à l'ambassade à Ankara de venir ici en France. Et c'était très vite, comme mes parents, ils ont vécu ici en France il y avait longtemps, depuis 1980. Comme mon père l'a fait ses études ici en France. Donc c'était facile d'avoir le visa. Marseille est façonnée par toutes ces histoires d'immigration. Mais le sujet reste très sensible dans le débat politique en France. Et ce qui est frappant dans ces débats, c'est le manque de fondement des arguments avancés, notamment quand on parle d'économie. Pourtant, cette science est loin d'être silencieuse sur le sujet. De l'actualité ce soir, le débat sur l'immigration. C'est des êtres humains. Madame la ministre chargée de l'immigration assume totalement cette chasse aux cerveaux. Il faut bloquer l'immigration. L'immigration crée de la richesse. Et quand ils viennent, ils ont des droits sociaux. Parce que sinon, on aura une explosion. Alors, juste un point pour être clair sur les termes. On parlera dans cet épisode d'immigrés, c'est-à-dire de tous les individus étrangers nés sur un territoire étranger et qui vivent maintenant en France. Et on s'intéressera à tous les immigrés, quel que soit leur statut, que ce soit les réfugiés politiques, les immigrés clandestins, les regroupements familiaux, les immigrés économiques, etc. Mais on ne cherchera pas à savoir s'ils prennent la nationalité française ou non, car ce n'est pas si important pour nous économistes. Non. Ce qui nous intéresse, c'est la question suivante. Si des populations se déplacent d'un territoire à un autre, quelles en sont les conséquences économiques pour le territoire d'accueil ? Pour répondre à cette question, j'ai fabriqué une petite roue de la fortune qui recense les principaux arguments contre l'immigration. Lançons-la et voyons ce qui arrivera. Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Ah, la fameuse phrase de l'ancien Premier ministre Michel Rocard prononcée en 1989 « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde ». Autrement dit, les immigrés qui arrivent en France seraient tous pauvres ou peu éduqués ou les deux à la fois. Et comme je vous disais, entre-temps, j'avais fini l'université, j'ai fait des études de sociologie et d'économie. J'étais dans une grande banque, j'étais sous-directrice. D'un coup, j'ai tout quitté, voilà, je suis venue par amour sans réfléchir. Après Majid, je suis également allé voir Zerrine dans sa boutique de chocolat à Marseille.
Zerrin a quitté la Turquie et Istanbul pour venir s'installer à Marseille auprès de son compagnon. Et elle est devenue chocolatière. Alors oui, je sais, je prends encore un exemple alimentaire alors que les métiers occupés par les immigrés sont bien plus divers. C'est vrai, sauf que j'adore le chocolat. Zerrin était donc diplômée lorsqu'elle est arrivée en France, avec un bac+3 quand même. Idem pour Majid, ingénieur bac+5 dans le domaine du pétrole. Mais bon, dans sa famille, ça paraît presque normal. Mon père, elle était ingénieur d'agriculture en série. Du coup, comme elle était la première à sa classe, donc il l'a envoyée en France pour continuer les études. Elle a fait le doctorat ici. Et ma mère aussi, elle était un ingénieur d'agriculture aussi. Et c'était un étudiant de mon père. Donc ils sont venus ensemble ici en France. Du coup, on est nés tous les trois ici. Et j'ai mon grand frère, il est aussi un ingénieur d'agriculture. Et il s'appelle Mohamed. Et l'autre, Firas. Il est ingénieur de pétrole. Et moi aussi, ingénieur de pétrole. Donc, en total, on a 12 ingénieurs de pétrole et 3 d'agriculture. Et je vous assure que ce ne sont pas des cas isolés. Un numéro de février 2017 de la revue scientifique Population et Société par Mathieu Ichou et Anne Goujon apporte des résultats qui vont dans ce sens. Les immigrés sont beaucoup plus diplômés qu'on ne le pense. 21% des immigrés nés en Tunisie et vivant sur le territoire français possèdent un diplôme de l'enseignement supérieur. Pour la population née en France, ce chiffre est de 27% de la population active, ce qui est même en dessous des immigrés vietnamiens, 35%, et des immigrés roumains, 37%. Le déterminant essentiel de l'émigration n'est pas que le différentiel de revenus international, de salaire si vous voulez, ou de bien-être. C'est aussi le coût d'émigration. Lui, c'est Elmoud Moud, professeur d'économie à Paris-Dauphine. Je suis allé à sa rencontre dans son bureau parisien du 16e arrondissement pour qu'il me parle d'immigration, sujet central de son récent ouvrage sorti en 2017, L'immigration en France, mythes et réalités. Et donc ce coût d'émigration, il est plus élevé pour les pays en développement pauvres que pour les pays en développement à revenus intermédiaires. D'où cet effet déjà de remise en cause d'une idée reçue qui est que les gens viendraient des pays pauvres. Non, ils viennent massivement des pays à revenus intermédiaires. L'immigration coûte cher, mais pas pour la France, non, pour les immigrés. Demander un visa coûte cher, faire le voyage coûte cher, s'installer dans un nouveau pays coûte cher. Et la situation est encore plus dramatique pour l'immigration illégale. Monsieur Mood m'a confié que le coût d'un passeur entre la Méditerranée et Lampedusa approche les 10 000 € selon les derniers témoignages. Soyons clairs, les plus pauvres ne partent pas, ils n'en ont pas les moyens. Ceux qui le peuvent sont en fait des gens instruits, en bonne santé et avec un certain capital financier. Ils ont aussi souvent des contacts dans le pays d'arrivée qui leur permettent de s'installer rapidement et de bénéficier d'un réseau social si utile dans ces cas-là. Il faut se méfier des images télévisées qui montrent le sort dramatique des immigrés sur des bateaux de fortune ou à Calais. Cette immigration-là n'est qu'une toute petite partie de l'immigration. Et surtout, on ne se rend pas compte que même parmi eux, certains sont diplômés, certains ont des contacts dans le pays d'arrivée pour s'installer, et certains ont un petit capital financier confié généralement à des amis ou à la famille qu'ils vont pouvoir récupérer à leur arrivée. Il y a aussi une autre explication à cette confusion sans fondement entre l'immigration et la misère du monde. Il y a un changement majeur par rapport à l'immigration d'avant 1974-80, par rapport à l'immigration d'aujourd'hui. C'est que dans les migrations qui étaient organisées par les entreprises des pays d'accueil des années 60, on allait chercher des immigrés chez eux dans les villages lointains, au Maroc, en Algérie, dans les montagnes, etc. Et on les sélectionnait pour leurs compétences physiques, leur force physique et leur santé physique. Et on allait chercher des hommes jeunes, entre disons 18 et 25 ans, ou 30 ans maximum. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'immigration récente est beaucoup plus diplômée, beaucoup moins pauvre, et elle est beaucoup plus féminisée qu'on ne le croit. Les femmes représentant 51,3% des immigrés en France, selon l'INSEE en 2013. Alors, est-ce que l'immigration ne concerne que des personnes pauvres et faiblement diplômées ? What ? No. Allez, revenons à notre roue. On
On laisse entrer des gens chez nous alors que nous avons 5 millions de chômeurs, alors que nous avons 8 millions de pauvres, alors que nous avons 1,2 million de foyers qui attendent un logement social. L'immigration provoquerait une hausse du chômage. Vraiment ? Commençons par retourner auprès de Magid dans son restaurant à Marseille. C'était mon projet au Pôle emploi de travailler dans mon domaine, dans le pétrole. Mais à chaque fois, quand ils me cherchent de travail dans ce domaine, même en fait, je leur demandais de faire de stages gratuitement ou de travailler gratuitement, parce que pour moi, en fait, ça sera l'expérience. Du coup, c'était un peu difficile comme j'ai le statut de réfugié et comme j'ai pas la nationalité française. Et en plus, c'est la nationalité syrienne, donc c'est pas vraiment trop sympa dans ce domaine. Donc, j'ai essayé en fait de faire autre chose, de faire un projet, on peut dire temporaire, pour avoir la nationalité le plus vite. Et du coup, je cherchais sur Internet c'est quoi la formation le plus facile à trouver de travail. Donc c'était l'agence de sécurité, soit l'agence de sécurité ou soit un prof de sport. Comme je suis sportif, je fais du sport depuis longtemps. Du coup, c'était plus facile en fait de faire l'agence de sécurité. Et bonne pioche pour Magid, qui a très vite trouvé du travail dans une agence de sécurité VIP. J'ai postulé, ils ont pris presque 300 personnes pour faire l'Euro 2016. Et on était tous des agents de sécurité VIP, c'est-à-dire dans le tribune présidentielle et VIP. Du coup, ils ont choisi 50 personnes qui ont le droit en fait de rentrer vraiment dans le tribune. Et après, ils ont encore choisi de 50 personnes, 5 personnes qui restent toujours à côté les personnes VIP, les présidents et voilà, donc justement en fait 1 sur 5. Et c'était choisi en fait par la police nationale. Magid s'est donc retrouvé agent de sécurité du président de la République française, François Hollande, le temps d'un match de la France au stade Vélodrome de Marseille. Aujourd'hui, Magid a quitté cette vie pour créer son propre restaurant avec ses frères. Zerrine aussi a créé son propre business, après avoir travaillé comme employé chez la chocolatière du quartier du Panier de Marseille. Et quand j'ai la partie en liquidation de la chocolatière, j'avais 45 ans. Déjà, un âge, on ne peut pas trouver facilement un travail. Et mes expériences, la Turquie, c'était déjà passé. Et je connaissais bien les propriétaires d'ici. Et mon mari, il a dit, puisque c'est comme ça, on va le voir. S'il nous suit, si la banque nous donne l'accord, on achète le magasin parce qu'il avait une clientèle. Voilà, j'avais une clientèle qui me connaissait bien, et ils ont l'habitude de venir acheter des chocolats ici. Et la banque a joué le jeu. Au final, Magid et Zerrine ont mené leur barque et créé leurs entreprises en seulement quelques années. C'est même un cas assez courant de voir des immigrés créer des entreprises. Ils peuvent nouer des liens commerciaux avec leur pays d'origine pour proposer des nouveaux produits sur le territoire d'accueil. Leur culture est un atout considérable. Elle apporte de la diversité qui peut plaire aux consommateurs. Et parfois, ces immigrés n'hésitent pas à perpétuer les coutumes locales, comme le fait si bien Zerrine avec son chocolat de pure tradition marseillaise. Il y a 20 000 travailleurs immigrés qui sont autorisés à rentrer comme travailleurs immigrés chaque année. D'ailleurs, ce n'est pas 20 000 qui rentrent chaque année, c'est 10 000. Et le reste des 10 000, c'est des étudiants qui transforment leur statut d'étudiant en salarié. Donc en fait, en primo-arrivant vraiment, on n'en a que 10 000 travailleurs. Et contrairement à ce qu'on pense, accéder à l'emploi n'est pas autorisé en France, sauf si on lève ce qu'on appelle l'opposabilité de la situation de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut que le préfet, l'administration ait l'assurance que l'emploi en question n'est pas occupable par un natif ou un résident. Les portes du travail ne sont donc pas grandes ouvertes en France pour les immigrés. Et c'est la deuxième raison pour laquelle l'immigration ne provoque pas de chômage. Les nouveaux arrivants acceptent des métiers non occupés par les Français, dans des secteurs où on manque de personnes. C'est ce qu'on appelle en économie les secteurs en tension, avec d'un côté les secteurs nécessitant des diplômes élevés, comme en médecine ou informatique, et de l'autre, des postes faiblement qualifiés, comme dans le bâtiment, les services de ménage, les services à la personne, les agents de sécurité ou encore les tailleurs et couturiers. Et puis, les immigrés sont des consommateurs.
Ils sont donc des clients supplémentaires pour les entreprises françaises. Donc on a un taux de chômage de 10%. Ok, à peu près 3 millions de chômeurs officiels, c'est-à-dire catégorie A, demandeurs d'emploi. On a 20 000 immigrés qui rentrent chaque année. Et on a 320 000 emplois vacants qui ne trouvent pas preneur. Quel est le problème? Alors, l'immigration augmente-t-elle le chômage? Non, les causes du chômage ne sont pas à chercher du côté des immigrés. Reste-t-il des arguments contre l'immigration? Je fais tourner ma roue. La France n'a plus les moyens d'accueillir une immigration sociale. Ce que veut dire ici M. Dupont-Aignan, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2017, c'est que l'immigration coûterait cher à la France. Alors il est vrai que les immigrés peuvent recevoir des prestations sociales, mais ce serait oublier quelque chose de très important. Vous voyez, maintenant, c'est au mois de juin, juste après Pâques, le travail, ça commence à baisser. Il faut que je reste jusqu'à mi-octobre pour que le travail, ça recommence. Entre-temps, il y a des charges à payer, les crédits, et il y a les TVA, tout ça, il faut tout payer, les taxes, voilà. Il faut assez de capital pour la saison prochaine. Donc, d'un côté, on a effectivement des allocations que peuvent toucher les immigrés, mais de l'autre, on a aussi des impôts et des cotisations qu'ils vont devoir payer, comme tout le monde. On peut donc faire un calcul très classique en économie entre ce qu'ils paient et ce qu'ils reçoivent. Plusieurs auteurs l'ont fait pour la France, dont le plus récent est l'œuvre d'une équipe de chercheurs composée de Chojniki, Defort, Drapier et Rago en 2010 pour la DREES, c'est-à-dire la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. Commençons par les principaux coûts. Alors vous avez allocation familiale, allocation chômage, pension de retraite, allocation logement et remboursement de soins de santé. Ensuite, de l'autre côté, tout ce que les immigrés paient et apportent. Impôts sur le revenu, taxes sur la consommation comme la TVA, impôts locaux, impôts sur les revenus du capital et toutes les formes de cotisations sociales. Les économistes ont ensuite fait la différence et le bilan est positif de 3,9 milliards d'euros pour l'année 2005. Donc, en 2005, l'immigration a rapporté plus au budget de l'État français et de la sécurité sociale qu'il ne lui en a coûté. Mais comment est-ce possible? Vous allez retrouver chez les migrants une sous-représentation des immigrants dans les populations qui consomment de la protection sociale et qui n'y contribuent pas, c'est-à-dire les enfants et les vieux, et une surreprésentation parmi les populations en âge de travailler, entre 16 et 60 ans. Les immigrés, c'est ça la statistique, présentent un taux de 72% du total de la population en âge de travailler. 72%. Contre seulement 56% pour la moyenne mondiale. Ok. Alors ce que dit le professeur ici, c'est que les immigrés arrivent massivement à un âge où ils sont en bonne santé, où ils travaillent, et donc ils vont surtout payer des impôts et pas tellement recevoir des prestations sociales. D'où ce bilan positif pour le budget de l'État. Et les chiffres ne s'arrêtent pas à 2005. Xavier Chojniki et Lionel Rago ont étendu le calcul à toute la période qui va de 1979 à 2011. Et ils ont estimé que l'immigration aurait engendré un impact qui varie entre moins 4 et plus 4 milliards d'euros pour le budget de l'État français. En 32 ans, plus ou moins 4 milliards, c'est que dalle. Alors, l'immigration est-elle un fardeau pour le pays? Et non. Encore une fois, l'impact de l'immigration est d'une manière générale neutre sur les finances de l'État d'accueil. Allez, pour la dernière fois, j'active la roue. Il faut faire baisser l'immigration légale de 200 000 à 10 000 par an. Il faut demander à ceux qui sont en situation légale sur notre territoire mais qui n'ont plus d'emploi depuis un certain nombre de mois de rentrer chez eux. Alors, les chiffres bruts, parlons-en. Professeur Mood, combien d'immigrés chaque année en France? Parce que la réalité, c'est que la France, depuis une quinzaine d'années, reçoit peu de migrants relativement à sa population. Elle reçoit environ 200 000 migrants par an. 100 000 repartent chaque année, ce qui fait un flux, en termes de flux, un flux net
200 000 par an. Alors si on prend ces 200 000 rapportés à la population, on est à 0,4% de la population française, ce qui, comparé aux pays de l'OCDE qui ont le même niveau de développement que la France, donne un résultat qui est que la France reçoit 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Ça, ce sont les flux d'immigrés, c'est-à-dire ceux qui arrivent et ceux qui repartent. Mais ceux qui restent, combien sont-ils ? Dans ce cas, en économie, on parle de stock. En stock maintenant, c'est-à-dire en population résidente. Et même en population résidente, la France n'est pas du tout parmi les pays qui ont les taux d'immigration les plus élevés. Donc si vous rapportez le stock d'immigration, c'est-à-dire la population immigrée résidente, définie comme je viens de le faire, des gens qui ont quitté leur pays pour venir en France et qui ont pris la nationalité française ou qui ont gardé la nationalité de leur pays d'origine, eh bien ça représente à peu près 8,5% de la population française. C'est 5,9 millions d'immigrés, selon les dernières données de l'INSEE. Et ces 5,9 millions divisés par la population française, ça nous donne près 8,5%. Et la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 14%. Dans les pays voisins de la France, selon Eurostat, en 2016, la proportion d'immigrés est de 13,3% en Allemagne, 9,7% en Italie, 13,3% au Royaume-Uni ou encore 12,7% en Espagne. La France accueille donc moins d'immigrés en moyenne que ses voisins. Et ce chiffre de 8,5% ne risque pas de bouger. Pourquoi ? Tout simplement parce que le solde naturel contribue bien plus à la croissance de la population française que le solde migratoire. Ok, alors j'explique. Les naissances en France sont plus nombreuses que les décès. C'est ce qu'on appelle le solde naturel, et c'est ce qui permet à la population française de croître chaque année. Or, cette source de croissance démographique interne gonfle 4 fois plus la population française que l'immigration. Conclusion, si on garde les flux actuels d'immigration, la proportion d'immigrés en France sera dans 100 ans entre 8 et 9%. Et ouais, ça bouge pas. Alors, peut-on vraiment dire que l'immigration est massive en France ? Évidemment non. L'immigration reste très modérée en France. Allez, on récapitule en 30 secondes. Top chrono. Les immigrés sont-ils vraiment cette misère du monde ? L'immigration entraîne-t-elle une hausse du chômage ? L'immigration coûte-t-elle cher à la France ? Et enfin, l'immigration est-elle massive en France ? What ? No. Le consensus de la littérature empirique, économique, sur les effets de l'immigration, c'est que ces effets sont d'une très faible amplitude. Ça, c'est le premier consensus. Alors, même s'ils sont positifs, ils sont d'une faible amplitude. Il ne faut pas en exagérer, donc ni diabolisation, ni angélisme sur les effets de l'immigration. Ça dépend des périodes, etc. Les effets sont positifs, mais d'une faible ampleur. Tout ça pour ça. Ce sujet déchaîne les passions, alors que selon la littérature économique la plus sérieuse, l'immigration ne change quasiment rien à l'économie du pays d'accueil. En fait, si, ça change quelque chose, mais ça n'est pas vraiment quantifiable. Au-delà d'apporter leur force de travail, les immigrés viennent avec leur personnalité, leurs exigences, leur goût, leur vision, leurs petites obsessions et leur envie d'améliorer le monde. Rendez-vous au prochain épisode de Splash pour jeter un pavé dans la mare. Rien de mieux pour se muscler les idées. Splash est une émission d'Étienne Tabag, produite par Nouvelles Écoutes, réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, montée par Lorraine Bess, mixée par Laurie Galigani, coordonnée par Laura Cuissard. Je voudrais remercier tout spécialement Antoine Castagnier et Laura Cuissard, qui ont apporté une aide si précieuse dans les premiers pas de ce podcast. Pour vous pencher sur les études, les chiffres et références entendues dans l'épisode, ils sont à retrouver dans la description de l'émission et sur le site de Nouvelles Écoutes en vous rendant sur la page de Splash. Vous pouvez retrouver Splash sur Twitter, Splash Podcast tout attaché, sur Facebook, Splash-podcast et sur Instagram sous le même nom, Splash Podcast sans espace. Chers auditeurs et auditrices, n'hésitez pas vous aussi à nous poser des questions économiques dans les commentaires de l'émission sur Apple Podcast et je prends toutes vos bonnes idées contre 5 étoiles. À très vite.